Bonjour, donc bienvenue dans cette vidéo qui a pour objet de compléter vos premières recherches sur les appellations d'origine, indications géographiques que vous avez pu effectuer sur le site de l'INAO. Vous avez pu découvrir un petit peu les appellations d'origine, les indications géographiques, le label rouge, les mentions agriculture biologique. N'hésitez pas à continuer un petit peu à regarder sur ce site officiel où il y a un certain nombre de données qui sont assez intéressantes. Les indications géographiques, appellations d'origine, on est un petit peu à la limite de la propriété industrielle, même de la propriété intellectuelle. Ça en fait partie, mais ça en fait pas vraiment partie. On va le voir puisqu'essentiellement c'est dans le code, le code rural et ou dans le code de la consommation, un petit peu dans le code de la propriété intellectuelle, mais sont tout de même des signes distinctifs et je pense que c'est important pour vous d'avoir cette connaissance assez superficielle certes, mais de ces appellations d'origine, indications géographiques. Donc ce sont des signes distinctifs, et ces signes distinctifs, ils ont pour objet la mise en œuvre de la politique de valorisation de la production agricole en France et dans l'Union européenne. On va le voir, il y a beaucoup de droits de l'Union européenne en matière de SICO. Les SICO, donc, c'est ce qu'on appelle les signes d'identification de la qualité et de l'origine de produits. SICO, signe d'identification de la qualité et de l'origine des produits. Ces signes, ils ont pour objet d'offrir une réponse aux attentes des consommateurs pour leur apporter des informations exactes sur le produit. On l'a vu que ce n'est pas l'objet de la marque d'apporter une information sur la qualité du produit. La marque, elle a pour objet de donner une information sur le titulaire de la marque, qui est responsable de la qualité du produit, mais pas sur le produit en lui-même. Les SICO, ces signes d'identification de la qualité et de l'origine des produits, ils ont pour objet d'apporter une information sur le produit lui-même, sur sa qualité, sur comment il est fabriqué, où est-ce qu'il est fabriqué, et ainsi de suite. Donc c'est notamment garantir une qualité dans l'intérêt du consommateur. Là, c'est vraiment pour le consommateur. Donc ça permet de véritablement garantir une qualité du produit et identifier les produits sur des critères déterminés. Donc parmi lesquels figurent l'origine géographique, les méthodes de fabrication, les techniques de fabrication, de production, de transformation des produits. Donc ces signes, ils sont vraiment là dans l'intérêt du consommateur, mais également, ils participent à la politique agricole de la France et de l'Union européenne. Parce que la valorisation de la production est mise en avant. Enfin, on valorise une production par les signes d'identification de la qualité et de l'origine. Si on pense aux mentions biologiques, si on met le logo bio sur une production, eh bien on la valorise. Et donc c'est quelque chose aussi d'important pour la politique agricole. De même, c'est plus indirect, mais c'était vraiment également dans le fondement de la création de ces signes d'identification. Il contribue à l'aménagement rural et au développement durable. En effet, des critères fondés sur les caractères du territoire permettent de stabiliser une production agricole. Si on vous explique que tel fromage, il a des particularités parce qu'il est fait à tel endroit précisément, sur telle montagne précisément, eh bien on est assuré que la production ne pourra pas être délocalisée dans une autre région ou dans un autre pays. Donc ça assure une stabilité géographique à une production agricole. Et donc c'est aussi un élément qui est très important. Globalement, pour la majorité des signes qu'on va énumérer, ça à peu près le même fonctionnement. On a un cahier des charges, donc c'est-à-dire une liste de conditions à respecter. Si on respecte les conditions, on peut utiliser l'appellation d'origine, l'indication géographique. Si on ne respecte pas ce cahier des charges, on ne peut pas l'utiliser. Et ça devient une infraction si on l'utilise alors qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Voilà, donc on va énumérer très rapidement, encore une fois, c'est l'objet, et vous avez pu voir l'essentiel, donc je ne vais pas revenir dessus, simplement peut-être apporter des petites précisions. Tout d'abord sur les appellations d'origine. Les appellations d'origine, donc une appellation d'origine, c'est un signe géographique
pour des produits agricoles, forestiers, alimentaires, des produits de la mer, et ce signe porte sur des spécificités naturelles et humaines qui découlent d'un territoire, de son territoire. C'est lié à un territoire, à un savoir-faire d'un territoire, qu'on arrive à avoir une appellation d'origine, mettre en avant une qualité d'un produit, tiré d'un savoir-faire local. Un des exemples d'une des appellations d'origine qui existent, c'est les pommes de terre de l'île de Ré. C'est pas uniquement l'aspect géographique, c'est pas uniquement parce que ce sont des pommes de terre qui sont de l'île de Ré. Il y a tout un savoir-faire, une façon de faire pousser ces pommes de terre en île de Ré. Certes, il y a du territoire, mais ce n'est pas ça qui est mis en premier lieu en avant, c'est vraiment un savoir-faire, et donc ce sont des qualités humaines et naturelles du produit. Sur les appellations d'origine, donc on a une distinction entre les AOP et les AOC, les appellations d'origine protégées et les appellations d'origine contrôlée. Globalement, les appellations d'origine protégée, c'est géré par le droit de l'Union européenne. Ce sont les textes de l'Union européenne qui vont s'appliquer. L'appellation d'origine contrôlée, c'est propre au territoire français. Les deux peuvent se cumuler, c'est simplement que nous, l'AOC, elle existait bien avant, et donc les textes de l'Union européenne sont arrivés après, et donc on n'a pas voulu supprimer l'AOC. Donc on a les deux, AOC français, AOP de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose d'important, l'appellation d'origine protégée ou contrôlée, comme vous l'avez compris. Ensuite, on a l'indication géographique. L'indication géographique protégée. Ici, on est vraiment dans la garantie d'une production liée à un territoire. Là, c'est vraiment, on met le territoire en avant. On nous dit, ce produit, il a été fabriqué à tel endroit. Potentiellement, on n'y attache pas une qualité particulière, peu importe la qualité du produit en lui-même. Ce qu'on met en avant, c'est il a été fabriqué sur tel territoire. C'est vraiment quelque chose de géographique. Une des indications géographiques qui existent, c'est le cidre de Bretagne. Le cidre de Bretagne, c'est une indication géographique protégée. Globalement, j'ai pas été voir le cahier des charges de cette indication géographique protégée, mais on peut imaginer que dès lors que c'est du cidre, donc ça correspond à toute la fabrication du cidre, et que ça a été fait en Bretagne, on a l'appellation d'origine cidre de Bretagne. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de regarder si Nantes est dans la zone concernée. Je ne pense pas, mais potentiellement, ça pourrait y être. Mais je ne pense pas. L'indication géographique protégée, on a un régime global sur l'IGP agroalimentaire, et simplement on a des règles encore spécifiques pour les indications géographiques protégées viticoles. Pour le vin, on a toujours des règles un petit peu particulières. Ensuite, la spécialité traditionnelle garantie. Là, je passe vite. Là, on met en avant une méthode de fabrication uniquement. C'est une méthode de fabrication. Je passe vite parce que c'est quelque chose qui est récent en droit français. On connaissait pas ça en droit français. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule STG qui est en France. Donc, on en a quand même un certain nombre dans l'Union européenne. Je crois qu'on voit, on en a 54. On met en avant une méthode de fabrication. Donc, c'est pas du savoir-faire lié à des capacités humaines, c'est pas un territoire, c'est une méthode de fabrication. Et pour un même produit, c'est pour un produit donné, et bien on met en avant une certaine façon de fabriquer ou une certaine façon de faire, mais pour un produit spécifique. Le label rouge, là on le connaît, le label rouge, enfin tout le monde voit ce qu'est le label rouge. Ici, ce qui est mis en avant, c'est une qualité supérieure par rapport aux autres produits. On a un certain nombre de produits type sur un marché, eh bien, ça permet de mettre en avant un produit en disant qu'il respecte davantage de conditions. Et donc, pour ça, il est label rouge. On dit que c'est un haut de gamme de telle gamme de produits. Donc là encore, il y a tout un cahier des charges à respecter, cahier des charges qui est géré. C'est ça que je ne l'ai pas reprécisé, mais l'INAO a notamment justement cet objet de collecter tous les cahiers des charges et puis de gérer les difficultés. Après le label rouge, on a l'agriculture biologique. On a deux logos. Il y a l'agriculture biologique, le logo français AB, et le logo européen avec la feuille. Ici, c'est de mettre en avant, alors certes l'agriculture biologique, mais qu'est-ce que ça veut dire l'agriculture biologique ? Enfin,
vous avez les différents éléments que vous avez pu voir sur la fiche sur l'INAO. Donc on met aussi bien en avant le respect de la biodiversité, la préservation des ressources, le bien-être animal, les pratiques environnementales, l'exclusion des OGM, la limitation au recours aux intrants. C'est pas l'exclusion, c'est la limitation de recours aux intrants, aux pesticides. Et donc on a l'ensemble de ces éléments qui nous permettent de mettre en avant une agriculture biologique. Donc là, ce sont les 5 catégories qui sont gérées par l'INAO et donc qui sont propres à la production agricole. Une précision désormais relève en réalité de la propriété intellectuelle uniquement les appellations d'origine et les indications géographiques. Parce que si on ne respecte pas les appellations d'origine et les indications géographiques, on utilise les logos alors qu'on n'a pas le droit, on ne respecte pas le cahier des charges, c'est de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon avec tout le régime qui va s'appliquer. On est bien sur le domaine de la contrefaçon. Alors que dans les autres cas, eh bien, ce sont des dispositions qui sont propres au code rural, au code pénal également. Ça reste une infraction. Mais ce qui relève de la propriété intellectuelle, en tout cas ce qui est une contrefaçon, c'est un manquement aux indications géographiques et aux appellations d'origine uniquement. Voilà. Ensuite, pour terminer, quelques autres mentions, par exemple la mention fait maison. Alors, on le voit de plus en plus souvent, notamment dans les restaurants. Le fait maison, là, ça date de 2014. Là aussi, c'était pour protéger le client des produits de restauration ou de vente à emporter, ou qui étaient parfois trompeurs et qui faisait croire aux clients que les produits étaient effectivement faits sur place alors que tel n'était pas le cas. Donc c'est encore une fois pour protéger le consommateur, pour lui garantir une certaine qualité au produit qu'il fait. Donc c'est une démarche d'information transparente, qui est vraiment une attente du consommateur. Rapidement, pour que ce soit fait maison, il faut que ce soit la confection, la transformation se fait bien sur place, à partir de produits bruts, et non transformés, avec quelques exceptions pour des produits transformés, mais on a bien quelque chose qui est fait sur place à partir de produits bruts. C'est le principe. Dans ce cas, on peut avoir le fait maison. Ensuite, ça c'est parce que c'est intéressant, on a l'appellation aussi le boulanger, ou pour pouvoir mettre une enseigne boulangerie. Là aussi, on a un texte qui date de 98. C'est dans les lobbies des boulangers pour pouvoir reconnaître leur spécificité. Surtout, c'est pour opposer la boulangerie traditionnelle à la boulangerie industrielle. Et donc, pour pouvoir se dire boulanger, eh bien, il faut prouver que tous les stades de la fabrication du pain sont faits sur place. Et c'est notamment pour ça que, on voit que les grandes surfaces ont évolué, puisque avant elles fabriquaient leur pain à l'extérieur, en industrie. Bien maintenant, pour pouvoir appeler ça une boulangerie, eh bien on voit que dans la majorité des grandes surfaces aujourd'hui, le pain est fait sur place. Et donc elles peuvent s'appeler, ce sont des boulangeries. Et enfin, je sors du produit agroalimentaire justement pour conclure, parce qu'on a depuis 2014 aussi une indication géographique spécifique, une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux. Donc là, on n'est plus du tout dans les produits agroalimentaires, puisque les indications géographiques et les appellations d'origine, c'est propre aux produits agroalimentaires. Là, justement, comme on avait certains savoir-faire qui étaient protégeables, ou en tout cas, il y avait une attente de la population à voir reconnaître certains droits attachés à certains territoires, eh bien, on a créé justement cette indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux. Donc, c'est quelque chose qui existe, qui est encore assez méconnu et peu utilisé, mais ça existe. Voilà donc rapidement pour cette petite état des lieux sur les indications géographiques et appellations d'origine. Je vous invite encore une fois à vous renseigner, à consulter encore le site de l'Institut national de l'origine et de la qualité et sur toutes ces questions. Et donc bien sûr, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des demandes de précision, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera pour dans une semaine sur le droit des brevets. Voilà, au revoir.